Et bonjour à tous, où que vous soyez sur cette terre, vous êtes sur le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Je suis Bye Bye Patron, votre hôte depuis 5 ans, et je sors un épisode quoi qu'il arrive une fois par semaine. Aujourd'hui n'y fera pas exception. Je suis aux confins de l'Asie, au Vietnam, au sud du Vietnam. Et malgré tout, je me suis dit que je n'allais pas vous laisser sur le carreau, donc on a enregistré un très bonne interview avec mon confrère podcasteur Paco. Paco, je l'avais déjà eu il y a plusieurs années sur le podcast. Ensuite, on a fait des podcasts communs, notamment pour Noël. Et là, je me suis dit que c'était intéressant de faire un petit update de sa situation. Notamment, il s'est lancé dans l'activité de marchand de biens. Il a vraiment dit bye bye patron il y a 1 an et demi environ. Donc on va voir ensemble les lancements, les erreurs qu'il a pu faire, comment est-ce qu'il a corrigé ça, comment le podcast l'a aidé aussi à dire bye bye patron. Je vous en ai déjà parlé de tous les leviers de l'argent, on va pas revenir dessus. Donc c'est toujours un plaisir de l'accueillir sur le podcast et je vais pas faire trop traîner cette intro. Quelques petites news quand même avant de démarrer. Pour ceux qui l'auraient pas vu, la garantie visuelle, elle est en train de changer. Il y a une durée de 3 ans qui va s'appliquer pour les nouveaux baux. Donc faites bien attention. Et moi, j'ai reçu deux mails là d'actualisation. Alors je sais pas si c'est parce que ça fait un moment que j'ai les locataires qui sont en place, mais j'ai reçu 2 mails d'actualisation de la garantie visuelle qu'il faut que je fasse avant le 18, je crois février ou quelque chose comme ça, ou 31 ou 28 février. Ensuite, petite félicitation à nos coachés, notamment Damien et Maë qui ont signé leur compromis. Voilà, ça avance de tous les côtés, donc je suis trop content. Petit point également sur les taux d'intérêt, parce que du coup, nous on le voit avec les personnes qu'on accompagne, Michel et moi, les taux d'intérêt, ils ont bizarrement un petit peu augmenté récemment par rapport au dernier emprunt que j'avais effectué en novembre 2025. Là, je vois les taux, ils sont plutôt en train de se stabiliser, en tout cas de tous les coachs qu'on a pu voir, à un peu plus que 3,5%, alors que la BCE n'a pas changé ses taux. Donc, je sais pas si c'est à cause de la situation de la France qui se détériore ou c'est juste les banques qui prennent un plus gros spread. Mais en tout cas, on le constate de partout, les taux ils ont tendance à augmenter. Par contre, j'ai l'impression que ça va niveau apport et niveau possibilité de lever de la dette, malgré pour certains des endettements qui sont importants. Voilà, et 2 derniers points, si c'est pas déjà fait, pensez à noter le podcast. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai une note toutes les 3000 écoutes. Ça va pas du tout ça. Donc pensez à noter le podcast. Je sais que c'est un peu compliqué sur Apple Podcast. Il faut vraiment cliquer sur le nom du show, Bye Bye Patron. Ensuite, il faut descendre. Et là, vous pouvez mettre une note. Sur Spotify, c'est plus rapide. Et pour mettre une note 5 étoiles, ça m'aide beaucoup et ça me fait toujours très plaisir. Sinon, l'épisode que j'ai fait il y a 2 semaines avec Jonathan sur YouTube, on avait fait pour une fois une vidéo. Il a cartonné 30 000 vues sur l'épisode. C'est du jamais vu pour ma chaîne YouTube qui n'est pas une chaîne YouTube à la base, qui est juste les podcasts qui sont redispatchés sur YouTube. Donc 30 000 vues, très très impressionnant. Comme quoi, quand on a mis les moyens, ça fonctionne. Et puis si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter pourquoi le fitness est un des meilleurs business en 2026. Et dernier point, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, pour l'instant je laisse ouvert, j'ai déjà eu pas mal de personnes qui ont réservé un appel. Vous pouvez prendre un appel avec moi pour parler de vos projets IMO, de comment est-ce que vous pensez que je pourrais vous aider, vous débloquer, que vous soyez débutant, que vous ayez 1 lot, 5 lots, 10 lots, 20 lots. Avec Michel, on a l'habitude de faire ça. Donc, vous avez le lien dans la description. Sinon, je peux vous donner le nom. Enfin, vous allez juste sur mon site, en fait, grosbillet.com, gros billet bien sûr au pluriel, et vous aurez tout de suite le lien pour prendre un appel et pour qu'on discute de comment est-ce que je pourrais vous aider à débloquer votre situation. Allez, sur ce, on attaque avec Paco. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Quand vous avez 40 ans, je me rappelle quand j'écoutais il y a 4-5 ans les épisodes, quand t'as 40 ans, je me disais c'est dans longtemps, c'est dans 1 an et 1 mois pour moi. Du coup, ça se rapproche. On est avec Paco, je l'ai reçu plusieurs fois sur le podcast, mais malheureusement, comme beaucoup de gens, on n'a pas le temps de vraiment échanger pendant l'année. On est obligé de se bloquer. Là, ce sera même 2 heures parce qu'on va faire 2 épisodes pour prendre des nouvelles. La dernière fois que je t'avais reçu, c'était l'épisode de Noël 2024. Comment ça va, Paco, aujourd'hui?
Salut Thibaut, ça va très bien. Merci pour l'initiative. Comme tu dis, comme tu disais dans ton mail, c'est le seul moyen de parfois de prendre des nouvelles avec des autres créateurs de contenu, c'est de les inviter sur leur pod. Et je trouve ça très très bonne idée. Donc merci. Yes. Du coup, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que on va faire un très petit passage quand même pour les personnes, les euh, les ignares qui ne te connaîtraient pas, et juste on va passer très vite sur ton parcours jusqu'à, on va dire, il y a 2 ans, et ensuite on va surtout parler de tes débuts de marchand de biens. Ça doit faire 2 ans et demi maintenant que tu fais ça à peu près, hein, je pense. Mhm. Le Bye Bye Patron, le podcast aussi commence à évoluer parce que la tendance, elle a pas mal changé, hein, j'ai l'impression en 1 ou 2 ans. Donc, je te laisse allez, c'est moi qui vais te présenter. Vous êtes avec Paco, alors je pense que c'est le podcasteur le plus prolifique, hein, dans notre domaine, parce que tu as à peu près 280 épisodes. Moi, j'en ai 260, et les autres, ils ont tous, ils ont abandonné. Les autres, ils sont passés en bimensuel. Euh, donc t'as été expatrié, t'as été au Brésil notamment. Tu nous as fait une chanson en portugais, hein, euh, il y a pas longtemps. Tu travaillais pour une agence de notation, hein, c'est ça, hein, ouais. Et du coup, tu as un podcast qui est super connu, encore plus connu que Bye Bye Patron. Et du coup, tu as fait le move. Tu avais plusieurs immeubles, 4 immeubles, hein, si je dis pas de bêtises, ou des colocs, 4 colocs. C'était 4 que j'ai en tête. Ouais, en gros, ouais, j'avais 7 lots, 2 maisons en coloc et 3 appartes. Yes. Et tu as fait le move vers marchand de biens, heu, il y a 2 ans et demi à peu près, c'est ça? Et tu as dit Bye Bye Patron il y a à peu près 6 mois, 1 an après, c'est ça? Ouais, il y a 3 ans, ouais, il y a 3 ans que je me suis lancé en marchand et 2 ans et demi officiellement, avec une activité à fond, marchand, quoi. Yes. Et tu es père de 2 enfants qu'on entend parfois dans le fond, dans les épisodes, et qui t'occupent bien. OK, trop bien. Bah, écoute, ce que je te propose, on va faire un petit update de tes 7 lots là, locatifs. Après, on parlera un peu du marchand. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu les as encore? Tu les as revendus? Tu as racheté du locatif? Raconte-nous un peu. Ouais, yes. Ben, comme beaucoup, j'ai fait, pendant que j'étais salarié, j'ai enquillé un maximum, de biens, en finançant. Donc j'ai arrivé à ces lots-là, à peu près 7 lots. Là, je suis sur un arbitrage sur les 2 maisons que j'ai à Amiens, que j'avais fait en colocation, 2 colocs de 5, donc 10 chambres, que je revends là dans un mois, les 2 seront vendus. Donc ça, c'est cool, et il me reste donc un immeuble avec 3 appartes que je garde pour le moment, qui est en région parisienne, et sur lequel j'ai aussi un peu quelques petites aventures évidemment. Mais l'idée là pour moi, c'était pas de renquiller sur du locatif, c'était vraiment de me porter sur du marchand pour faire grossir la boule de neige, et puis après, dans un deuxième temps, l'objectif c'est après redéployer du capital sur des projets locatifs beaucoup plus forcément passifs et patrimonial, tu vois, de base, quoi. Mmh. La force de l'immobilier, quoi, comme tu sais. Yes, trop bien. Et tu peux nous dire un peu les chiffres là, du coup, tu dis ce que tu veux, mais je Ouais. veux dire combien, tu remboursé? Tu les as achetés, il y a parce que moi, typiquement là, je suis en train de vendre un bien que j'ai acheté en 2020. Je le vends, à peu près 40 de plus que ce qu'on l'a payé, et on a remboursé du coup à peu près 20 du, hem, de l'emprunt. Donc grosso modo 5 ans après, je vais récupérer le solde restant dû, plus ou moins, de l'emprunt. Donc, c'était la question: est-ce que je le garde encore 15 ans? Et là, Mmh. du coup, j'aurai plus d'emprunt, ou est-ce que là, ça va pas être 100 du solde restant dû, mais on va dire 80, qu'on va récupérer. Donc, c'est le move qu'on a décidé de faire. Est-ce que, ouais, tu peux nous dire, tu avais acheté, je pense que c'était à peu près dans les mêmes eaux, hein, que tu as dû acheter, tu avais remboursé combien? Combien tu vas récupérer? Et puis, qu'est-ce que du coup les fonds, ils vont aller? On va basculer sur l'activité de marchand un peu. Ouais, ouais, ben franchement, alors 2 types enfin 2 typologies du coup. Enfin, en gros, j'avais un bien que j'ai arbitré, sur Saint-Denis, donc qui avait pas mal bénéficié de la hausse aussi du foncier là-bas, parce que ça se développait, le nouveau métro, et cetera, à Saint-Denis-Pleyel exactement. Et là, j'ai fait une petite plus-value, j'ai vendu il y a déjà 2 ans, qui était, il y avait du cash flow pendant
le courant parce qu'évidemment les prêts étaient à des taux bas et en plus derrière il y avait une plus-value donc c'était parfait en termes d'immobilier. Et d'ailleurs quand je l'ai acheté, je me souviens c'était 2017, je l'avais acheté, tu vois, très mal négocié, c'était un des premiers biens et je m'étais dit mais tu vois, quand c'était vraiment la mode du cash flow et tout, mais en fait ça crache pas assez, tu vois, j'étais pas content et Mmh. finalement c'est le meilleur le meilleur investissement que j'ai fait au Yes, final. trop drôle. Derrière du coup, j'ai fait les 2 colocs là sur Amiens que je suis en train de revendre. Je suis en train de faire les comptes, je vais avoir très peu de plus-value, mais en fait, c'était des projets vraiment à cash flow. Le foncier là-bas est pas forcément. Puis j'ai mis pas mal de travaux, tu vois. C'était vraiment des projets. T'achètes un truc vraiment qui est tout pété. Tu construis 5 chambres, 3 salles de bain, un produit de qualité pour avoir pas de vacances locatifs, ce qui était bien d'ailleurs. C'était bien, c'est bien sur ce coup-là. Donc j'ai engrangé beaucoup de cash flow. Et en fait, le capital, il a été plutôt là, plutôt qu'à la revente. À la revente, évidemment, bah t'as l'amortissement du prêt, ça tu vois, c'est un gain, c'est clair, ça reste. Mais bon, en termes de plus-value nette, c'est pas forcément énorme. Par contre, je vais récupérer un petit 90 000 de capital que je peux réallouer derrière. Donc, ouais. Trop bien, trop bien. Et toi, après, peut-être la différence entre nous deux, c'est que toi, tu as besoin de ces fonds pour ton activité. Enfin, je suppose, on va en parler de marchand. Moi, je le vends aussi parce que je vois qu'il y a de la plus-value. S'il y avait pas de plus-value, je l'aurais pas vendu, je l'aurais laissé en loc, il se paye tout seul. Et voilà. Donc, ouais, ça dépend aussi de tes objectifs. Et effectivement, ce que t'en parlais avec Saint-Denis, moi j'ai deux gars avec qui je travaillais dans mon ancienne vie. J'aime bien faire la comparaison. Il y en a un, c'était un gros fan de voitures. Il a eu des M3, M4, des voitures anciennes et tout. Et un autre, il en avait rien à faire des voitures. Et celui qui en avait rien à faire des voitures, il achetait que, en gros, la voiture que tout le monde veut. Donc d'abord, c'était une série 1, après c'était une série 3, après c'était un X3 quand il a des enfants. Et en fait, il les a toujours bien revendus parce que c'est le truc que tout le monde veut. Là où le super passionné, lui, il a toujours acheté des voitures de niche, des vieilles bagnoles. Et du coup, il y a des frais exorbitants que tu n'arrives pas du tout à amortir. Ou si tu achètes une M3, ça doit coûter aux alentours de 100 000 euros. Donc après, celui qui va te la racheter, soit il a les moyens d'acheter une neuve, soit il n'a pas les moyens de l'entretenir et tout. Donc en fait, le plus spécialiste, c'est celui qui a perdu le plus de fric et celui qui a le sens commun, entre guillemets, d'acheter juste la voiture que tout le monde veut. Il en a pas trop perdu. Et dans l'immobilier, c'est un peu pareil, quoi. C'est comme, ben voilà, tu vas acheter un appart, bah, près de Paris, là où il y a le métro. Bah ouais, Mmh. voilà, spoiler alerte, ça prend de la valeur alors que dans les coins à cash flow, bah, si tu vas à la base, c'est qu'ils sont pas trop connus, sinon il y aurait pas, enfin, les prix auraient monté. Sauf Mmh. que le jour où tu revends, bah, ça se trouve, ils sont toujours pas si connus. Donc, Ouais. voilà. Donc, Mais c'est vrai. Et ça me fait penser, enfin, tu vois, le cerveau humain, il est vraiment fait il aime beaucoup, tu vois, tout ce qui est, ouais, l'innovation, le truc nouveau, le truc, qui donne l'impression que j'ai la bonne affaire que personne n'a jamais vue, en fait. Et tu vois, mais en fait, c'est c'est les business les plus ennuyeux qui sont les plus rentables, je trouve. Et c'est un peu pareil ouais, pour l'IMO. C'est le truc pas forcément qui fait rêver sur le papier. T'as pas eu une baguette magique, t'as pas une transformation magnifique, un avant-après et tout. Mais tu sais que le truc, il est solide et que, voilà, yes. ça attend. Et ça, c'est le gros problème. Parce que de mon business, toi, tu vends pas de formation, donc c'est pas trop ton business. Mais c'est en fait, les gens, ils voient jamais. Enfin, pour moi, le bon immobilier, c'est j'achète. Les travaux, ils ont déjà été faits par l'ancien propriétaire occupant. Je mets en loc et je m'en occupe quasiment pas. J'en entends quasiment jamais parler. Ça se paye tout seul. C'est un tout petit peu de cash flow, tant mieux. Même si franchement, si ça se paye tout seul, je suis déjà très content. Je le revends, je prends mon ticket. Mais ça, tu je vais pas prendre une photo de moi en train de rien faire, tu vois? Alors que t'en as, ils vont être là avec une masse en train de se filmer, en train de péter les murs. Après, ils vont te mettre un truc nickel, genre, cinéma room, dans la jungle, love room et tout. Et ils vont te dire: «Bah, regarde, tu ça». Bah, ça a de la gueule, mais après, tu parles avec les gens des chiffres et du temps passé. Mmh. Pour moi, après, c'est ma stratégie. Et dans ma vie, ce que je fais, c'est beaucoup mieux, c'est-à-dire presque rien, juste passer du temps à sourcer les biens. Mais le jour où tu fais une page de vente, bah ouais, c'est pas pareil. Thibaut a passé a passé 2 Tu as du mal à la donc j'ai vendre, quoi, passé ouais. j'ai passé 2 heures dans le bien, voilà. Tu as une photo, ouais, ça ressemble à tous les apparts que tu as déjà vus. Il y a rien de fou et ça se paye tout seul, voilà. Et puis après tu revends, tu prends ton argent, tu es content. Donc voilà. Mais ouais, c'est très intéressant en tout cas comme constat. Hem
Ok, et du coup, le bye bye patron, raconte-nous. T'avais un bon métier quand même, bien payé. Euh, Qu'est-ce que t'as quitté il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, Ouais, 3 2 ans, ouais, ans, je peux dire, ouais, ça trois va ans. faire 3 ans, ouais. Qu'est-ce qui te manque? Raconte-nous un peu. Et bah, La, la, la cantine. ce qui ouais, c'est ça surtout, tu vois, les tickets restaurants, tu vois, ça me fait chier, quoi, de plus les avoir. Non, mais c'est vrai que le truc qui m'a le plus manqué, moi, c'était les côtés, un peu la camaraderie, tu vois, d'avoir les collègues, avec qui tu peux parler, hem, tu vois, une sorte de stimulation aussi intellectuelle. Moi, j'étais analyste, chez Moody's où on se croisait beaucoup le ciboulot pour, essayer d'avoir une rigueur, une méthode, quelque chose à donner au client qui lui fasse comprendre qu'on était impartial et juste dans l'analyse. C'était vraiment ça le leitmotiv, tu vois? Et donc on était constamment, dans la recherche de soulever toutes les pierres pour voir toutes les modalités, les risques, où est-ce qu'ils peuvent se cacher, dans un dossier, tu vois, dans des projets ou autres et c'est vrai que c'est ce côté un peu, travailler ensemble en groupe. On avait des comités de crédit, hein, comme les banques, tu vois? Où en fait on discutait et on passait, et ça c'est voilà, en discussion on présentait ses arguments, il y avait toujours les contre-arguments. Enfin voilà, c'était une discussion je trouve qui était, assez intéressante et ça c'est peut-être le truc qui m'a le plus manqué. Et que j'ai dû recréer en fait dans l'entrepreneuriat parce que, comme tu dis, en fait, moi, je me suis vraiment lancé, au début, enfin pas ouais, vraiment entrepreneur, quoi et donc j'ai appris à recréer ce genre de truc avec, enfin un écosystème autour de moi de gens qui, voilà, qui m'entourent, que j'apprécie, avec qui, je peux aussi, avoir cette stimulation intellectuelle et là, pour le coup, avec le marchand, on peut en parler, mais c'est ça, c'est assez similaire parce qu'il y a toujours des trucs qui peuvent péter en marchand, des trucs à regarder, des pierres à soulever, donc c'est le même, domaine sauf que le risque, Yes. tu le prends pour toi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Yes, trop intéressant. Et c'est vrai que moi, j'écoute un podcast et ils sont 3 et tu vois et qui travaillent en ligne, c'est pas dans l'immobilier et tu vois qu'il y en a un des 3, il est très introverti, ça lui va très bien d'être tout seul et il y en a un, il aime bien le business mais tout seul ça lui pèse et je pense, toi et moi c'est pareil, j'aime bien être entouré de personnes et à l'inverse, il y a des gens, ils sont très contents de pouvoir faire leur truc tout seul, bosser à 1 heure du matin s'il faut, tout seul, donc trop intéressant. Et toi, du coup, je suppose tu travailles en anglais. Ça, bon, maintenant, tu as d'autres occasions de pratiquer, mais t'as pas l'impression que tu as perdu. Enfin, je sais qu'il y a des gens quand ils partent à la retraite, bien sûr, on n'est pas du tout à la retraite, mais ils perdent, tu vois, un peu des capacités cognitives ou des compétences qu'ils avaient. Euh, Est-ce que voilà, le fait de t'as plus trop à écrire proprement, par exemple, en anglais, je suppose. Tu vois, peut-être quand enfin, tu vois, est-ce qu'il y a t'as l'impression que t'as perdu ou tu vois, moi je suis parti de France et je trouve que mon niveau de français il est mauvais, tu vois, je le dis clairement parce Mmh. que je parle avec plein de personnes dont le français c'est pas la langue maternelle et c'est assez difficile je lis pourtant des livres et tout mais je trouve que c'est assez tu simplifies énormément ta langue et du coup, parfois j'aimerais bien j'ai une de mes meilleures amies, elle est agrégée de français, elle parle exactement comme moi donc Ouais. ouais, je sais pas, mais j'aimerais bien, tu vois, être avec des gens avec un langage un peu plus soutenu, mais le fait que je sois à l'étranger, il y en a un peu moins. Voilà. Est-ce que toi, tu as un peu J'ai eu ça ce aussi, ouais, sentiment? parce que tu vois, les comités, notamment chez Moody's, c'était en anglais, évidemment. Il y a Mmh. même des mecs, des expatriés, en fait, qui tellement ils travaillaient en anglais, en fait, ils étaient toujours après 5 ans en France, c'était toujours des quiches en anglais, qui savaient toujours pas Yeah. parler avec toi en français, je veux dire. Ouais. Et ouais, donc moi, c'est pareil, je l'ai recréé ça. Comment, je fais notamment, je parle avec mon IA en anglais. Ça, c'est un truc que je fais Mmh. toujours, tu vois. Voilà. Il y a quelque chose dans l'anglais aussi qui est beaucoup plus actionnable, beaucoup plus, rapide, et cetera. J'ai aussi un peu des groupes de communautés, de créateurs de contenu en anglais et tout ça. Par contre, tout ce qui est, marchand, c'est très local, c'est très Mmh. français, c'est pas avec un agent IMO que tu vas parler en anglais, ça c'est clair. Tu vois, Yes. ils sont contre fous. Mais ouais, ça m'a manqué aussi ce côté-là, l'anglais, ouais. Mmh. L'ouverture internationale aussi de manière générale, c'est un truc ouais, qu'il faut recréer, tu vois. Mais en fait, on a tous quand même les moyens de le recréer. Il faut juste, prendre l'initiative de le faire, tu vois. Dans la boîte, moi, t'organisais toujours des choses, des petits déj, des machins et tout, avec d'autres bureaux en Europe, et cetera. Et ben, en fait, faut que toi, tu referais un peu la même chose avec les outils que t'as, Zoom, et cetera et tout. Faut se sortir un peu de sa zone de confort pour aller chercher, ouais, cet écosystème. Parce que je suis d'accord avec toi, Yes. c'est con de plus le faire, quoi. Trop, trop intéressant, le move. Mais après, il y a plein de trucs positifs, je suppose. Plus de métro,
Enfin, plus de RER. Plus Ouais, de... ouais, ça c'est clair. Hein, quand je vais sur Paris. Moi, je suis à 1 heure de Paris, en fait, mais j'y vais vraiment que pour des trucs que je kiffe, des rendez-vous, des apéros IMO ou des rencontres, des interviews, des fois que je fais sur le podcast en studio, dont celui où t'étais venu la dernière fois. Mais quand il va, ouais, je me dis, waouh, c'est cool d'y aller. Et puis après, quand je reviens, je suis content de revenir quand même, tu vois, dans ma campagne, on est posé. Il y Ouais. a trop de bruit, trop de bordel, trop de putain, c'est fou, quoi. C'est Ouais. épuisant les grandes villes. Après, c'est des personnalités, c'est des âges, mais c'est vrai. Moi, j'aime trop quand je vais à Paris. Autant avant, j'aimais pas trop. Autant maintenant, depuis que j'ai le podcast, bah du coup, je rencontre plein de gens, soit que j'avais jamais vus, soit que je revois. Mais après, je rentre chez moi, c'est bien, c'est calme, et puis on peut se focus sur les autres activités. Donc non, c'est vraiment bien. Ok, raconte-nous un peu du coup ta journée maintenant. Ta journée, comment ça se passe, ta journée de rentier? Ouais. Non, je suis vraiment pas rentier. Non, je suis Ouais, entrepreneur vraiment dans l'IMO. bah, bien En sûr. fait, si on regarde par rapport à la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais en train de regarder un peu aussi, tu vois, ce que j'avais fait dans mon journal intime. Non, enfin, en tout cas, les jalons un petit peu. Et il y a une longue période, tu vois, au démarrage où j'étais encore entre deux activités, le podcast et l'IMO, en marchant bien. Donc, j'avais fait le pas de me dire, je suis full time, je sors de mon boulot, tu vois. Mais j'étais sur deux activités, donc podcasteur parce que c'est l'activité qui me rémunérait quand même pas mal, de façon immédiate, tu vois? Le circuit entre le moment où tu entreprends un projet et le moment où tu as le cash, il est assez court, tu vois? Finalement, Mmh. parce que c'est en gros les gens, le sponsoring, donc les gens qui cherchent de la visibilité sur le podcast, des partenaires et autres, affiliation, enfin tu connais le truc. Et derrière quand même un besoin de toujours créer du contenu qui est assez important. Et du coup, je me suis rendu compte que je passais quand même plus de temps. Enfin, c'était moitié-moitié entre le podcast et le marchand. Et ça m'a ralenti, je pense, sur le Mmh. développement de mon activité en marchand. Donc là, aujourd'hui, moi, en marchand, j'ai développé, j'ai fini deux transactions. Là, j'en ai deux dans le pipeline. Ça s'accélère vraiment là depuis 6 mois en particulier parce que je me suis dit, surtout au milieu de l'année dernière, ok, maintenant, on va arrêter de penser comme un créateur de contenu slash marchand. Mmh. On va se dire, on est dans l'opérateur IMO et je construis en public, j'utilise le média plus pour amplifier un peu mon parcours, essayer de fédérer, tu vois, un réseau, parce que c'est là vraiment là où il y a la force du podcast. Donc des auditeurs, des opérateurs, des gens qui sont sur la route, qui comprennent voilà, la mouvance, parce que tu partages beaucoup en fait dans ton esprit ce que tu es en train de penser. Donc tu as une fenêtre vraiment ouverte sur ton esprit, ça permet vraiment de créer de la confiance et tout. Et c'est ça la vraie force du podcast. Mais si tu veux, sur les 2 premières années, je pense que j'ai pas été aussi rapide que j'aurais voulu à cause de ça, de cette dualité un peu d'activité. Yes. C'est intéressant, hein, ce que tu dis. Moi, c'est aussi un biais que j'ai, et moi je l'ai encore, hein, pour le coup. C'est que je suis sur beaucoup de choses. Ça me va bien, mais en même temps, bah, tu vois, si par exemple, j'avais fait que un truc, alors l'immobilier forcément, le locatif, faut avoir d'autres activités, sinon t'en fais pas. Mais tu vois, c'est sûr que tu as des gens, par exemple dans le domaine, bah, sur YouTube, de l'investissement, ils ont commencé après nous, ils sont plus gros que nous, tu vois? Surtout, Mmh. plus gros que moi, donc parce qu'ils ont fait que ça. Après, c'est toujours pareil, hein, si tu regardes les plus gros, formateurs IMO, ils ont pas d'IMO, tu vois? Ou très peu. Mmh. On les connaît. Voilà, ils ont acheté 2 immeubles à Béziers et puis depuis, ils capitalisent là-dessus. Donc voilà, nous aussi, je pense que toi et moi, on a une valeur forte, c'est l'alignement, quoi. Et voilà, on veut savoir de quoi on parle et partager avec transparence, ce qu'on fait. Mais du coup, ça nous a ralenti dans un certain sens, quoi. Donc trop intéressant. Donc raconte-nous les deux. Mais c'est intéressant, hein, de se focus. Il y a un livre qui est bien connu de One Thing que j'ai pas du tout appliqué, hein, forcément. Euh, et après il y a Alex Hormozy, là, je crois que c'est lui qui dit One Offer, One Funnel, One Million, ou je sais plus si c'est lui, mais voilà, il y en a qui ont cette stratégie. Après, ce qu'il y a, faut trouver la One Offer qui va te mener à One Million, parce que Mmh. si t'as un business d'apiculteur, ça va être peut-être plus compliqué. Non, mais Donc ouais, la raconte-nous. création de contenu, c'est super chronophage, hein. Enfin, tu Ouais. parles à Alex Hormozy, des gens comme Cody Sanchez que tu dois connaître aussi. C'est des Mmh. gens qui produisent mais énormément de contenu. Ils délèguent tous, ils ont une équipe. Mais en fait, c'est un gouffre à temps et en fait, Ouais, bien sûr. à temps et à comparaison, vraiment à des choses qui sont peu fertiles, tu vois, dans toi, parce Mmh. que d'anxiété, enfin, il y a plein de trucs qui sont de pièges. Il faut faire attention, je pense, avec le média et que j'ai appris, ouais, sur les dernières années. Mais ouais, du coup, bah,
Mes opérations, tu vois que je te Il y détaille avait un un petit peu? T3 qui se transformait en T2. Celui-là, il a duré longtemps. Ouais, C'est ça, non? ouais. Ouais. Il y a celui-là, il a duré longtemps, vendu. Hem, vendu maintenant. Le premier, ouais, qui s'est transformé. Celui-là, alors le premier, c'était une opération, ouais, qui était à perte, parce que j'ai acheté avant la hausse des taux. Donc OK. j'ai acheté pas forcément pas du tout au bon prix. Alors il y a 2 choses que j'ai essuyées au début de mon parcours, c'est donc cet achat, avant la hausse des taux, et puis aussi la stratégie de vente de produits, premium clé en main à prix haut de marché, tu vois? C'était un appart que j'ai complètement refait, que j'ai vendu, meublé, équipé, avec des super photos, mais dans un secteur où en fait il y a pas cette demande, ou du moins à l'est, les gens sont toujours contents quand ils visitent de voir un immeuble, ou enfin un appartement qui est bien, qui est propre, qui est vraiment clé en main. Par contre, ça va pas te le faire vendre au prix haut de marché, tu vois? Ça, c'était Mmh. l'autre erreur et enseignement que j'ai appris sur cette OP. Et donc je me suis, refait une autre opération dans un château où là j'avais un studio, juste en dessous des toits, que j'ai, pareil fait un clé en main, parce que c'était à peu près en parallèle, donc j'avais pas encore appris de la première leçon avant de faire celui-là. Là par contre, j'ai gagné de l'argent parce que il y avait le cadre qui était quand même beaucoup plus en ligne avec l'intérieur, tu vois? C'était un beau château, propriété, dans une résidence sécurisée, et cetera et tout. Donc ça je l'ai, voilà, j'ai fait une petite marge dessus, j'ai dû faire 10 000 de marge sur cette OP. Mais voilà, pas ouf non plus, et surtout ce qui me l'a rogné la marge, parce que sur le papier, il était plutôt autour de 20, c'est le portage, encore une fois, parce que décision de est-ce que on attend un peu, est-ce qu'on vend, on essaie de vendre encore un peu plus haut, prix haut et tout ça, et en fait en marchant, ça c'est un truc aussi que j'ai appris, c'est que le temps il est Il joue contre contre toi. toi. Ouais. Ouais. Et que Le portage, ce que tu dis, vouloir, le portage, c'est le ouais. financement. Enfin, le financement de marchand, voilà. Tu as des taux qui sont vite à 5% sans problème, hein. Ouais, moi je suis plutôt à 7, hein, Ouais. taux d'engagement Donc et crédit, ouais. donc enfin 7%. Alors je vais vous donner un super, bon conseil. 7%, ça coûte 7% par an. Donc si tu as une marge de 20, non mais peut-être parce que parfois, vu que tout le monde pense sur, tu vois 20 ans, quoi, en immobilier, ils s'en rendent pas forcément compte, mais 7%, bah, quand tu as une marge à 20 ou 30%, ouais, ça peut, et c'est ça, c'est le double effet. Tu sais jamais, est-ce que tu dois vendre tôt? C'est pour ça qu'acheter à des marchands, tu me contredis si je me trompe, parce que moi, je suis pas du tout marchand, donc mais souvent, c'est pas un si mauvais mood parce qu'ils préfèrent vendre à un prix, juste prix, et ça part que, comme ça, ils ont pas à payer les intérêts et puis ils peuvent aller sur un nouveau projet plutôt qu'essayer de gratter, encore quelques pourcentages de plus, quoi. Ouais, je te confirme. Ouais, marchand, c'est en général un vendeur qui est pragmatique, tu vois? C'est vraiment une stratégie de portefeuille, de stock, donc il va pas avoir que cet appart, il va pas s'accrocher comme le vendeur qui a investi dedans, pendant, des années, et tu vois? Qui va avoir le côté émotionnel. Là, le marchand, il est vraiment en mode, pragmatique. L'argent que tu vas me faire gagner maintenant, c'est pas l'argent que je vais avoir sur la marge. Parfois, c'est l'argent que que je vais pouvoir réallouer à un autre projet, tu vois? Mmh. J'ai mis de l'apport, les 20% d'apport, hein, classiquement sur une OP, bah, il est là, il est bloqué. Je peux pas le recycler ailleurs, et ça c'est un problème, quoi. OK, trop intéressant. Donc ça, c'est les 2 OP qui sont bouclés pour l'instant? Ouais, je suis C'est sur ça? deux autres OP, une, et du coup une autre stratégie beaucoup plus, rémunératrice. Un lot de 3 maisons sur une même parcelle cadastrale, d'à côté de chez moi là, des maisons, tu sais, c'était un peu, schéma familial, avec l'oncle qui vivait dans une maison, la sœur dans une autre, et cetera. Tu vois? Ils voulaient vivre ensemble mais séparés, quoi. Ils avaient pas l'argent pour payer le géomètre quand ils voulaient vendre. Bon, bah, je les ai aidés forcément, hein, tu sais, je suis sûr assez Cœur généreux. sur la main, le cœur C'est sur la ça. main. Voilà, donc coup de géomètre, et on revend en lot, en l'état, parce que tout est, voilà, tout est habitable. Il y a déjà les connexions aussi, assainissement, électricité indépendant, donc c'est parfait. Et puis un autre projet un peu similaire où tu as une maison, une grande maison type longère, où il y a déjà 2 accès, et qui sont, avec double accès, depuis la façade de la maison, et puis au fond, après la maison, il y a le jardin, et au bout du jardin, il y a encore une autre rue, double accès, et les 2 maisons, tu vois, sont vraiment longères. Tu peux faire 2 maisons mitoyennes en coupant Mmh. simplement entre les 2. Ça aussi, c'est très simple en termes de découpe. Il y a pas de problème
comment dire, de trop de mitoyenneté, trop de vis-à-vis, tu vois, avec les autres. Et là, pareil, on pré-commercialise, donc en Le fait, droit de passage et tout ça. ouais, pas de droit de passage, pas de choses comme ça. Mmh. J'ai une pré-commercialisation possible avec l'agent. C'est-à-dire que là, je viens de signer le compromis, j'ai déjà signé le mandat avec l'agent pour qu'il commence à me prévendre en fait la première maison. Mmh. Donc pendant que je suis sous compromis, il trouve les offres d'acquéreurs qui eux se mettent aussi sous compromis, ils vont chercher leur financement. Et au moment où ils l'ont, moi j'ai le mien et on fait dans la même semaine, Tu même jour, déboucles, quoi. des boucles. Ouais. Ok. Trop bien. Bah, peut-être tu peux, ouais, donc le premier tu dirais, ce qui a mal fonctionné, c'est les travaux trop élevés par rapport à quoi? Au standing de la copro, au standing du quartier, au c'était quoi le Ouais, le premier, à il refaire? avait le combo de la copro parce que c'était dans une copro avec un accès via une cour en fait, une cour intérieure. OK. T'avais pas d'accès direct. Donc ça, c'était le cumul de ça, plus le fait que dans cette ville, dans ce quartier, en fait, des produits d'appart refaits à neuf, etc., c'est pas vraiment valorisé au prix où on l'imagine, quoi. Donc ça va OK. pas te faire vendre plus cher. Donc c'était ça ouais, le OK. problème. Et du coup, tu refusé des offres ou tu as baissé ton prix ou tu avais pas de visite? C'était quoi un peu le Ouais, j'ai baissé mon prix. Ouais, ouais, sur la fin, j'ai baissé mon prix pour essayer que ça passe, quoi. Parce que et après, il y a le côté psychologique de dire, parce que le premier c'était une perte, de dire, bah pareil, en plus tu as travaillé. j'ai Déjà perdre de l'argent, travaillé, c'est pas je prends agréable, une mais en perte, plus mais j'avance, quoi. Parce qu'il y a un moment en fait ouais. où psychologiquement ça te bloque. C'est pas juste le capital, c'est que toi t'as un stock qui est là. Le banquier c'est pareil, tu vois, c'est ta première OP. Tu vas lui demander une deuxième, une troisième, une quatrième OP, il va te dire c'est quoi les historiques, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous Mmh. avez vendu. Donc si tu peux vendre des pertes, voilà, ça se présente une perte, mais il faut l'expliquer, voilà pourquoi. Mmh. Et puis voilà. Mais ça te bloque psychologiquement, donc c'est vraiment mieux d'avancer, se couper un bras et on avance, quoi. C'est vraiment Yes. évident, quoi. Ouais. Bah, moi, je peux vous dire un truc qui m'est arrivé. J'en parle pas très souvent, mais j'en ai déjà parlé. En fait, un des tout premiers achats que j'ai fait à l'étranger, le contrat de prêt était mal écrit. Enfin, je la fais courte. Un jour, j'ai su que si je vendais l'appartement, quand je l'ai su, je devrais 80 000 € à la banque. C'était ça de pénalité. Mmh. Et en fait, le contrat j'avais demandé, on me l'avait mal expliqué, c'était mon premier achat. Il y a des dizaines de gens ils ont changé la loi ensuite par rapport à ça. Quand je l'ai su, ça m'a mis tellement mal de savoir ça. En plus, à l'époque, je gagnais peut-être 40 000 par an, hein. Donc, je me suis dit: «Mais attends» et en plus, je paye des intérêts et tout et puis un jour, j'ai dû revendre, et j'ai payé un tout petit peu moins, mais quand même peut-être 60 et ça m'a fait moins chier de payer 60 que alors heureusement, il avait pris de la valeur, que le jour où j'ai appris que, j'allais devoir payer, éventuellement l'épée de Damoclès, tu vois? Et souvent, c'est comme ça, je pense, dans la vie. La peur et puis le sentiment que tu t'es fait avoir alors que j'avais bien demandé, j'avais voulu un écrit, enfin voilà, mais finalement voilà, après tu es dans l'achat, enfin, Mmh. c'est et puis de toute façon personne se serait jamais engagé là-dessus. Voilà, c'est le marché aussi qui a changé, c'est quand les taux avaient baissé, du coup ça augmentait la pénalité. Personne ne pouvait savoir que les taux allaient baisser, c'était il y a 15 ans, hein. Mais quand je l'ai payé, je dis: «Ah, bah, c'est bon, c'est payé, l'argent ça se refait». Mais pendant des années, hein, je savais que le jour où je revendrais et j'aurais ça, tu vois? Et j'ai l'impression que enfin, c'était vraiment la peur ou l'énervement, il était pire que «Vas-y, prends ton argent, n'en parle plus, cassez-vous» et puis depuis, ben, voilà, tu vois, j'y repense, quasiment plus, quoi. Alors que tu as des gens, ils ressassent, tu vois, les Mmh. problèmes, donc je pense que ça a été le bon move. Tu aurais attendu et puis ça aurait été, ouais, tu sais, la théorie des sunk costs, quoi. En fait, t'attends, du coup, tu as des intérêts, du coup, ouais, Ouais, mais tu c'est vois pas le fond en fait. Quand tu as un ouais, montant que tu tires un trait en dessous, OK, ça c'est parti, mais je pars avec une énergie de croissance, une énergie positive, je suis pas sur une énergie de peur, de crainte de est-ce que ça va s'alourdir, est-ce que heu, ouais, c'est clair et yes. ouais. Et ce que je dis, c'est intéressant. Enfin, moi, pour te faire je connaissais un gros, entrepreneur, dans le bâtiment. Il avait plus que 100 salariés dans un marché haut de gamme et c'était un Portugais et il avait aussi un peu moins des business au Portugal et il avait construit, bah, dans sa ville natale, qui était pas à Lisbonne ou Porto,
un immeuble avec les mêmes prestations que il faisait dans le marché haut de gamme où il était. Et en fait, il a mis genre 3-4 ans à le vendre. Alors que c'était quelqu'un, il avait déjà la soixantaine, quoi. Il avait de la bouteille, il avait fait ça toute sa vie. Mais en fait, il avait fait ce qui marchait bien dans un marché je sais pas, à 7 000 € le mètre carré, dans une ville qui s'y prêtait pas du tout, tu vois. Alors, ok, c'était front de mer, les trucs qui étaient trop beaux. Et c'était, ouais, il pensait avoir, je sais pas, des expats, bon, c'était avant, il y a un moment, donc peut-être des Russes, des trucs comme ça. Mais en fait, il a mis, mais heureusement, il avait les reins solides parce que je crois qu'il y avait peut-être 15 ou 18 lots. Il a mis 4-5 ans à les vendre, quoi. Je sais pas les discounts qu'il a dû faire. Bon, le marché a dû prendre un peu aussi pendant ce temps. Mais c'est vrai que les travaux par rapport aux biens, enfin, tu confirmeras, du coup, le montant des travaux, c'est capital, quoi. Enfin, faut que ce soit cohérent, quoi. En fait, et ça, ben, tant qu'on l'a pas fait, on s'en rend pas compte, quoi. Plus hausse des taux et hausse des matériaux. Ouais. C'est ça aussi qui a. Ouais. Bah, quand tu as plusieurs projets, en fait, tu vois, en marchand, quand tu as plusieurs projets et qu'il y en a un, c'est un projet de travaux sur lequel, bah, du coup, tu vas porter en financement parce que, bah, il faut que tu sois propriétaire pour faire les travaux. Donc, à partir du Mmh. moment où tu es propriétaire, c'est là que tu enclenches ton prêt. Donc, c'est là que les intérêts commencent à tourner. Toi, tu fais tes travaux, donc faut les faire au moins de temps possible. Mmh. Ensuite, tu as un produit à vendre. Bah, pareil, les visites, tu peux pas les faire avant. Tu peux envoyer des projections, mais souvent, les acquéreurs, ils veulent voir le produit fini. Donc, Mmh. c'est au bout de la chaîne que tu vas aller voir l'acquéreur, lui dire, est-ce que tu veux mon Mmh. truc? Et c'est là que tu vas chercher le marché et cette position-là, justement, en fait, c'est ça que je trouve qui est risqué. Donc si t'en as un, tu vois, théorie de portefeuille, en marchand, t'as un lot, t'as 4, 5, 10 lots, t'en as un comme ça va. Mais si c'est la seule opération, bah, pendant tout le temps jusqu'à ce que tu vendes, t'as ton capital bloqué, t'as ton esprit Mmh. bloqué, tout qui est bloqué et t'attends le marché. Et c'est là où je Mmh. trouve que c'est risqué. Heu, et c'est pour ça que je favorise maintenant plus des OP où, tu vois, cette opération, par exemple, avec vente en l'état d'une maison en pré-commercialisation, déjà, je réduis le prêt avec ça et après, je peux Mmh. faire la rénovation sur l'autre partie de la maison, tu vois, sur ces 2 maisons mitoyennes. Mmh. Bah, je dérisque un petit peu l'opération. Donc, je suis Bien pas à sûr. faire tout le truc, mettre tout le coup de revient en un lot et après attendre le marché, tu vois, Mmh. complètement anxiogène et tout. Je suis plus en disant, voilà, petit à petit, on va commencer déjà à améliorer les choses. On en vend déjà un bien. Hem, voilà. Il y a des choses, des petites techniques comme ça où tu peux améliorer, en fait, ton projet et être plus serein, toi, dans ta tête, et aussi vis-à-vis des partenaires parce que les banques, quand elles savent que tu as déjà un lot sur les 2 qui est vendu, elles se Mmh. disent: «OK, bon, c'est déjà plus cool» et voilà. Donc il y a des moyens de faire, mais ce truc-là de faire tous les travaux et c'est un peu ce qu'on imagine que le marchand de biens, il fait de toute façon, hein. Je te parle pas pour les gens éduqués, tu vois, qui t'écoutent, mais si tu parles un peu à, tu vois, des gens qui connaissent rien à l'immobilier ou qui connaissent ça seulement un petit peu, marchand de biens, ils se disent: «Ah, toi, t'es là, tu retapes les apparts et tu les vends», tu vois? C'est ce que faisait un peu la l'ancienne génération de marchands. Mmh. Mais ça, ce type d'OP, je trouve que c'est pas top, quoi. Ouais, et puis aussi, je pense que les travaux par rapport au temps que ça prend, c'est pas très, enfin, tu peux avoir la même renta avant ou après travaux. Tu vends pas au même prix forcément, mais porter les Mmh. travaux, en plus, tu gères pas mal de soucis. Et puis après, les gens, je pense que les bons invests, c'est, après, moi, je suis pas marchand, mais tu vends à des résidences principales, alors pas ton studio. Et du coup, s'il y a des choses que tu as faites qui qui plaisent pas. Tu sais, moi j'aime bien, je regarde parfois des vidéos à New York, des apparts à 50 millions. Puis t'as des Ouais. gens qui commentent: «Ah ouais, la cuisine, j'aurais quand même pas mis ce plan de travail», tu vois? Le truc, c'est du marbre, je sais pas là, du fin fond de l'Italie et tout. Et donc voilà, donc ça, c'est de l'argent entre guillemets, tu vas pas capitaliser dessus. Ouais. Et puis tu peux C'est clair, non, c'est clair, c'est clair. Il y a des marchés pour ça, tu vois. Il y a des gens peut-être que tu connais, des opérateurs qui sont sur Nice, Cannes et tout ça, où là, c'est un marché mmh, vraiment d'étrangers qui veulent un truc vraiment premium et tout. Alors, c'est risque et opportunité, c'est-à-dire l'emmerdement, c'est clair, il est beaucoup plus important parce que, comme tu dis, ils sont titilleux, tatillons à fond sur n'importe quel mmh, sujet. Par contre, le côté coup de cœur, il joue à plein là-bas et c'est sur ces marchés-là où tu peux faire d'un coup vendre un truc à 10% de plus par rapport au marché, 15% même, parce que justement il y a ce coup de cœur et que le mec en face, il a les moyens, tu vois? Donc alors en fait, il faut vraiment savoir où est-ce que tu vas opérer, quel type de produit tu vas donner par mmh, rapport à ton marché. C'est vraiment ça le truc et moi, dans mon cas, bah, tu vois, il y avait un petit désalignement au début. Heu, les gens veulent plus un marché de maison, les gens veulent faire un peu leur bricolage dedans. C'est ça qu'il faut leur donner, tu vois? Si tu commences à mmh, leur vendre des apparts
à la Manhattan, dans une petite bourgade, ils vont pas prendre, quoi. Ouais. Ah, mais c'est intéressant. Puis, de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend, hein, on s'est tous plus ou moins ratés sur, moi, un petit raté que j'ai eu récemment, c'est un peu le même genre que toi. C'est-à-dire que dans une ville, c'était du locatif, j'ai acheté en fait, j'avais déjà 2 apparts vraiment à 150 mètres de là et j'ai acheté une, avec vue sur un lac, un appartement grande terrasse, vue sur lac, bâtiment récent, beaucoup mieux, à fréquenter, mieux isolé et tout. Et du coup, je me suis dit: «Je vais louer un petit peu plus cher» parce que les apparts que j'ai à 150 mètres de là, qui sont dans une rue sombre, il y en a, il est orienté nord, heu et en fait, bah, non, ça se loue pas plus cher, ça se loue exactement, le même prix que alors que je les ai payés au mètre carré, je les payais peut-être, 30 de plus que ce que j'avais payé les 2 apparts d'à côté, quoi. Alors le jour où je revendrai, je pense que je revendrai aussi 30 de plus, mais Mmh. à la location, clairement, on s'est un petit peu raté. Enfin voilà, après il y a que ceux qui font rien qui se Mmh. ratent pas. Mais au début, je trouvais pas de locataire. Un jour, j'ai baissé de 100 €. Bah là, j'en ai eu plein. Voilà, c'était pas la période. Et je pense, est-ce que tu peux confirmer, il y a quand même, pour moi, dans l'immobilier, et même j'ai vendu des voitures, j'ai vendu plein de trucs. Si tu vends pas, c'est que t'es pas au bon prix. Il y a pas d'histoire de photos, de période. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Ouais, ouais, bah, tu te mets la pression si tu dis: «Ouais, il y a une fenêtre là, c'est à ce moment-là où il va y avoir le Ouais. plus d'acheteurs». Tu essaies de mettre toutes les chances de ton côté, mais ouais, c'est clair que si tu pas au bon, enfin, le marché, il te le dit direct, quoi. Mmh. C'est néant, c'est le vent qui souffle Ouais. quand tu quand tu pas au bon prix, Et ouais. si tu es au bon prix, je vous donne un exemple très, très peu parlant. J'ai vendu, samedi soir, j'avais rien de prévu, j'ai mis en vente une Apple Watch série 5, donc je crois qu'on est à la 12. Mmh. Je l'ai mis à 40 € ou 30, non 30 €. J'ai mis à 30 €, elle traînait chez moi, maintenant j'en ai une autre. Bah, dans l'heure, j'ai 3 personnes qui m'ont écrit, qui sont venues la chercher à 21h30. Ils sont venus devant chez moi, il neigeait et tout. Moi, je voulais juste faire de la place, je la voyais depuis 2 mois, je voulais juste faire de la place et elle est partie alors que je me suis dit: «La montre, elle a 7 ans», voilà, j'ai même pas regardé combien ça se vendait. Je l'ai mis à 30 € et il y a quelqu'un qui est venu, la chercher directement, donc voilà. Là, j'ai peut-être pas fait le plus d'argent que j'aurais pu, mais en tout cas, voilà, quand tu es à un bon prix ou sous le prix du marché, ça se vend, et si tu es au-dessus, ça se vend pas généralement. OK, trop intéressant. Et du coup, raconte-nous un peu les financements peut-être? C'est, je pense, qui intéresse, pas mal de gens. Tu les portes tout seul les projets? Tu es à plusieurs? Du coup, tu fais partie d'un groupe, hein, de marchands, si je dis pas de bêtises? Est-ce que du coup, eux, ils t'aident à pour les financements ou pas? Enfin, voilà. Ouais, ouais, super intéressant. Ouais, là, le financement, c'est vraiment le plus important, enfin, un des plus importants en marchand, parce que, et c'est ça que je trouve qui est intéressant dans l'achat-revente par rapport même au locatif, c'est cette capacité, en fait, que tu peux avoir à fédérer, du financement. En fait, c'est un projet sur lequel toi, tu peux être opérateur, mais t'as pas forcément besoin d'avoir le capital. Et tu peux juste être le chef d'orchestre et trouver, bah, voilà, le banquier, c'est comme un financement comme un autre. En général, c'est 80% auprès d'une banque classique. Donc la Caixa, c'est un peu la banque où tous les néo-marchands vont, parce qu'elle est assez accommodante, chère, et enfin pas très chère, ouais, un peu chère quand même, et très lente surtout, mais qui est accommodante. Donc on y va. Elle, projet, c'est 80% de dette et 20% d'equity. Donc tu dois apporter en apport. Mais ces 20%, c'est pareil, tu peux aller les chercher, tu vois, en love money, ou alors auprès d'autres investisseurs, moyennant un taux d'intérêt intéressant. Typiquement, ce qui se négocie, c'est en fonction du profil risque du projet, ça va être Mmh. 10%, 13%, 15%. Tu les vois, tu sais, sur les plateformes crowdfunding, Mmh. que c'est, les projets sont à Bah, en général, 15%. elles rémunèrent aux alentours de 10, 11, et elles Mmh, prennent encore, 3-4 pour elles, donc ouais. c'est à peu près ça les Et, rentas, et, quoi. et l'idée, c'est que tu peux te dire, quand tu t'écoutes ça à 15%, mais attends, prendre des préfinancements à 15%, non merci, tu vois, tu peux te dire ça, sauf que, en fait, c'est ça qui crée, tu vois, c'est ça qui crée ton projet, quoi. C'est s'il y a pas de Mmh. financement, il y a juste pas de projet, tu vois. T'as peut-être une marge Mmh. de 50 000, 60 000 en face. Bah, c'est con de dire, ouais, non, je vais pas payer trop cher le financement, tu vois. Il y a un switch en termes d'état d'esprit à créer quand tu te mets en achat-revente. C'est que c'est pas ça, c'est pas sur les points de marge, le point d'intérêt que tu vas gagner. C'est Mmh. sur la solidité du projet et C'est les surtout la. euros
par jour en fait. Enfin, je sais pas si je sais pas si c'est ça ton KPI, mais c'est combien tu fais de marge par jour en fait de l'année quoi. Enfin, c'est à peu près ça, je Ouais, ouais, pense. ouais, bah, ouais, ou tu peux le voir comme tu veux, ou l'argent que tu fais en marge nette derrière Mmh. ouais, par rapport au temps de travail, ouais, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Mais donc ouais, le cas classique, ça va être les banques 80%, 20% d'apport. Après, tu peux aller voir du crowdfunding si t'es un peu acculé et que les banques t'ont dit non, donc elles tu vas payer plus cher, 15% comme on a dit au lieu de 7, mais bon, t'as une plus grande chance qu'elles te prennent ton dossier. Surtout, ça va aller assez vite pour dire si oui ou non il est bon ton dossier. Et puis après, bah tu peux t'associer quoi sur n'importe quel deal et sur la période du projet, tu t'associes avec une personne, avec quelqu'un. Soit il apporte les fonds, soit il t'aide aussi sur. Ça peut être les aspects travaux, ça peut être les aspects trouver le bien, détecter le bien. Ça peut être sur l'aspect le revendre derrière, ça selon la compétence qu'il peut avoir. Et puis tu partages la marge quoi. Donc t'as ce côté-là en termes de financement aussi, si t'as besoin de fonds par exemple sur un projet quoi. Yes. Et comment tu valides le prix, tu vois? Parce que nous, pour les annonces locatives, c'est assez simple, même pour les annonces de vente, c'est assez simple. Quand tu as un produit comme là, tu l'as, par exemple, la longère que tu divises et tout, c'est assez dur d'en trouver des comparables. Pour savoir si tu le payes pas trop cher le bien, etc. Ouais, enfin, quand tu fais parce que il y a deux impondérables, c'est combien t'achètes, combien tu vends. Après Ouais, le reste, tu peux un peu ouais. donc le combien t'achètes, bah, ça tu le sais. Mais après du coup ça dit combien tu es prêt à payer aussi quoi, c'est un peu le Ouais. Je pense qu'il faut se dire aussi, le marché, l'activité marchand, c'est pas une activité de certitude. C'est une activité mmh, où tu vas jouer avec les incertitudes. Pas jouer, c'est pas le bon mot, mais je pensais à jouer parce qu'il y a un bouquin que je trouve que j'aime bien, là, je suis en train de le lire, qui s'appelle Thinking in Bets, penser en Paris. C'est une ancienne OK. joueur de poker qui l'a fait et ça traduit beaucoup ce qui se passe en marchand, c'est-à-dire tu joues, agis et tu mets un pas devant l'autre avec des incertitudes, des choses que tu sauras pas encore. Mais tu sais, la marge du marchand, on dit toujours, ouais, le mec, il se gave, 20% de marge, 30% de marge et tout. En fait, qu'est-ce que c'est, cette marge de 30%? C'est pas ce que tu te mets dans la poche. C'est ce que tu mets sur le papier pour avancer, pour dire go, je vais go sur le projet, Mmh. en se disant, il y a 30% de buffer, en gros, d'amortisseur, si jamais, Mmh. j'ai un peu déconné sur le prix de vente. Alors, c'est de trouver des trucs, conservateurs sur les prix de vente. Euh, Moi, enfin, je trouve qu'il y a des outils maintenant vachement plus précis pour connaître les prix qui sont vendus sur un marché. Mmh. Donc, oublie meilleures agences, c'est ce que regardent les banques, mais c'est dépassé, tu vois, le prix moyen au mètre carré, voilà. Euh, Motorimo, c'est une super source pour moi. Je sais pas si tu l'utilises, mais sur la version pro, tu peux avoir Non, je vraiment suis même à quelques mois d'avance, quelques mois en arrière, qu'est-ce qui s'est vendu exactement, OK. à quelle adresse même, tu vois, tu peux trouver les adresses. Et c'est là où tu vas pouvoir présenter ça au banquier en disant voilà, voilà ce qui s'est vendu, voilà ce que je pense vendre parce que après tu as chaque bien différent donc c'est clair que tu peux pas juste Bah dire oui. tiens, j'ai un T3 s'est vendu là et le mien il va se vendre ça. Non parce que le tien est-ce Mmh. qu'il a un balcon, le tien est-ce qu'il est au premier étage, le tien est-ce qu'il est lumineux, est-ce que tout ça, ça rentre en ligne de compte mais c'est le truc que tu construis dans ta présentation au banquier, au financier qui va te permettre de valider le truc. Et il y a une différence quand tu vas chercher du financement par rapport au locatif en marchand qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le banquier, il s'en fiche entre guillemets de toi, ton profil, tes revenus, Mmh. etc. Lui, c'est le projet qui va l'intéresser. Et la pré-commercialisation, enfin cette capacité que tu as à lui dire que ça c'est déjà pré-vendu ou c'est déjà prêt de vendu, où il y a plein de comparables qui sont vendus à au moins 20% de plus que moi ce que je pense vendre et ça, c'est ça qui va vraiment faire en sorte que ton OP aille au bout. Moi j'ai déjà eu des refus de prêt juste parce que j'avais pas pré-commercialisé et parce que j'avais pas encore du coup d'offre parce que l'agent immobilier qui était un peu à l'ancienne, il voulait pas faire ce système de tu vois de prévente, d'aller chercher des acquéreurs pendant que moi j'étais en compromis. Il disait mais non mais Mmh. vous pouvez pas vendre si vous n'êtes pas propriétaire, tu sais. Donc Mmh. c'est important d'avoir les bons partenaires aussi pour ça. Mais voilà pour te répondre, il faut trouver un buffer et t'auras toujours de l'incertitude, mais si tu arrives à cadrer un petit peu là où les trucs peuvent péter et dire, bah là, si ça pète, il y a scénario 2, si ça pète, il y a scénario 3, j'ai un buffer au cas où, ça va, quoi. OK. Trop intéressant. Thinking in bets. Trop bien. Il faudrait que je lise ce livre.
ce que vous faites avec vos femmes, hein, quand vous choisissez votre femme ou votre conjoint, hein, c'est un pari, hein. On essaye de, parfois, il y en a dans la vie, ils ont une paire d'as, il y en a, ils ont un 7 et un 2, mais voilà, c'est ce qu'on essaie Faut faire avec aussi. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Ok, trop bien. Mais ouais. Et du coup, est-ce que maintenant, a posteriori, que tu as vu un peu, je pense, si on peut, une leçon que je vois de toi, c'est du coup, en gros, tu as 3 activités, tu es passé de 3 à 2, de 2 à 1, et maintenant que tu es à 1, enfin, même si tu as toujours le podcast, ça va mieux. Mais d'un autre côté, ce qu'on peut voir, c'est que ça a mis quand même du temps, tu vois? Parce que là, maintenant, tu commences à être dans le rythme de croisière, si je comprends bien. Heu, Est-ce que du coup, à refaire, tu aurais gardé plus longtemps le boulot chez Moody's ou tu vois? Mais du coup, ça t'aurait aussi défocus, quoi, tu vois? Ouais. C'est un peu c'est l'avantage d'avoir 40 ans, 2 enfants et voilà, on a un peu d'argent de côté pour faire face à ce genre de si ça t'arrive à 23 ans, c'est pas pareil, quoi, que Ouais, clairement. Très bonne question. Moi, je pense que si c'était à refaire, j'aurais plus sauté plus rapidement dans le train du marchand de biens. Et dans le setup que j'ai actuellement, tu vois, en marchand et le média juste pour amplifier et partager. Euh, mais euh, mais j'aurais jamais fait les trois à la fois. Tu vois, j'avais pas le temps, franchement, de faire mmh. Moody's, mon média. Déjà Moody's et le média, tu vois, c'était du Plus les temps. enfants, faut le dire, hein. Plus les Temps enfants, divisé non par mais 2, hein, ce que tu dis, hein. au moins. Non, c'est clair, c'est impossible. Alors ouais, donc je pense que j'aurais été plus rapide à me mettre à fond sur le marchand. Après, c'était pas une période facile, hein, parce que c'était fin 2021, enfin début 2022, tu vois, juste après la hausse des taux, et tout le marché était grippé et tout, donc c'était un gros saut vers l'inconnu, mais je l'aurais fait plus tôt. Bon voilà, il y a le média qui m'a bien permis de me payer aussi. C'était aussi, Mmh. tu le disais en intro, et le monde du média et du podcast, il avait beaucoup évolué. Et c'est pour ça que je pense que voilà, se mettre à fond dans un média aujourd'hui, c'est vraiment compliqué, je pense. Mmh. Et bon, bref, c'est pas ce que je voulais faire. Mais pour te répondre, ouais, j'aurais fait plus rapidement du marchand, sachant que le marchand, ça prend du temps avant de commencer à former. Moi, je suis Mmh. formé avec le cercle MDB. Hein, c'est avec eux que j'arrive à, tu vois, monter en compétences. Mais ouais, moi, je conseillerais à n'importe qui, enfin, tout le monde qui veut se lancer un marchand, vraiment de s'entourer, d'être curieux aussi par rapport à d'autres opérateurs. Il y a un peu cet esprit tu vois, on est concurrents, tu vois. Mais non, vous n'êtes pas concurrents, tu vois, parce que quand tu vas sur une OP, c'est ton risque, c'est ton risque qui te met sur la Mmh. table. Et si c'est un autre collègue qui prend le dossier, c'est lui qui prend son risque, tu vois. Et parfois, tu peux Mmh. voir des trucs quand tu rates une offre, quelqu'un qui a été accepté par un autre opérateur, ça, tu vois, peu de gens le font, mais moi je le fais. Enfin, j'essaie de le faire vraiment. C'est de te rapprocher de l'autre, en disant qu'est-ce que t'as vu que j'ai pas vu, qui fait Mmh. que toi ton OP elle passe, la mienne elle passe pas. Est-ce que c'était parce que ton aversion au risque est différente? Mais parfois c'est juste parce qu'il a vu un truc que t'as pas vu, tu vois. Il y a un autre logement Mmh. que tu peux créer que moi j'avais pas vu, etc. Donc vraiment être curieux, s'entourer parce que être seul en marchant aujourd'hui, c'est suicidaire, je pense. Ça, vous formez pour tout, tu te formes, tu peux faire un BTS, en infographie, à 10 000 € par an, pour après, avoir un métier, qui est, pas super rémunérateur. Puis à l'inverse, tu pas prêt à payer pour faire du marchand, c'est un peu le et en fait, ça coûte trop cher de se tromper en marchand. Déjà en locatif, ça coûte cher, mais en marchand, si tu te trompes, je pense que en plus, tu as toutes les responsabilités, tout ça qui font que que tu peux pas vraiment enfin, tu peux te planter à 10 000 €, mais tu peux pas faire n'importe quoi, quoi. Tu peux pas commencer à vendre, un truc qui est pas clean. Est-ce que tu serais d'accord? Parce que, tu vois, j'en parlais avec, j'ai mangé avec, Florian là récemment et il me parlait du marchand et moi je lui dis: «Bah écoute, moi j'en fais pas du tout pour la bonne et simple raison que, j'ai pas la compétence». C'était un peu ça. Il me disait: «Ah putain, c'est bien que tu aies l'humilité de dire ça parce que, en fait, moi je vois trop de gens, ils arrivent au taux d'endettement, qui est au max, ils arrivent plus à emprunter Ouais. et du coup ils disent: «Bah je vais devenir marchand». Mais est-ce que enfin pour moi c'est 2 métiers complètement différents, sachant que l'investissement tu peux le faire sur le côté, le marchand on l'a bien vu, c'est pas vraiment un truc que tu fais sur le côté. Est-ce que tu dirais qu'il y a un gros gap de connaissances et de compétences?
Quand tu migres du locatif au Ouais. marchand, c'est un autre métier. Il y a des compétences qui se transfèrent, donc c'est bien d'avoir fait du locatif avant parce que notamment, tu vois, tu peux faire du marchand dans une zone que tu connais déjà, tu connais le marché, tu connais déjà les réflexes aussi des investisseurs qui veulent du locatif parce que tu l'as fait. Donc tu sais si tu veux vendre un produit au rendement, ce qu'il faut présenter, ce qui est intéressant, ce qui est pas. Mais au-delà de ça, franchement, faut tout quand même réapprendre. C'est Ça s'improvise vraiment pas, quoi. non, ça s'improvise pas. Alors ça peut s'improviser, je te dis en mode, parce que tu as arbitré un bien, tu dis: «Bah, j'ai fait du achat, j'ai revendu, c'est bon, je suis marchand», tu vois? Mais, tu vas faire une OP et tu vas pas avoir appris les trucs, tu vas pas avoir eu les automatismes qui va permettre d'être moins risqué ou plus efficace sur les prochaines. Et pour moi, le marchand, là où il a vraiment la vertu dans l'activité, c'est dans la répétition, dans l'amélioration justement du process, heu, la création d'un réseau influent, d'un réseau de partenaires, sur lequel tu peux compter. Et c'est là, au fait, le côté scalable et exponentiel du marchand. C'est que quand tu as la compétence, des gens qui te font confiance, les fonds et les entrées, les sorties, enfin, je veux dire, après, il y a pas vraiment de niveau, quoi. Tu peux exploser. Mais il faut vraiment faire les choses étape par étape et commencer par des petits projets, se former et s'entourer. Il faut être patient, ouais. Trop intéressant. Et comment tu mets le focus sur le nombre d'OP en même temps? Parce que du coup, l'autre fois, enfin, j'ai genre, tu as parlé, tu as une grosse base d'agents maintenant dans tes contacts. Je suppose que tu les relances régulièrement, savoir s'ils ont des projets. Est-ce que du coup, tu prends tout ce qu'il y a à prendre et après on verra bien comment on le finance, on le file aux copains et tout? Ou est-ce que tu te dis: «Bon, vas-y, je fais 2, là, tu as dit que tu as 2 OP en cours». Est-ce que tu en cherches d'autres? Est-ce que tu vois, Ouais, comment tu je tu cherche sizes un peu le constamment, truc? je cherche constamment des OP, en fait. C'est que il y a pas en fait, le moment où tu vas trouver l'OP et puis après la développer, la travailler, la modéliser, il faut que tu le fasses régulièrement. C'est comme un muscle qu'il faut que tu travailles pour devenir meilleur et en fait, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de déchets, en fait, en marchand. Tu vas prendre beaucoup de biens, même aller jusqu'à faire une offre, même avoir une offre acceptée, même un compromis et finalement t'y vas pas parce que t'as pas, tu vois, dans le cas, je t'avais dit, il y avait pas la pré-commercialisation, donc refus de prêt, et cetera. Donc, faut vraiment que t'aies plusieurs assiettes dans les airs. C'est un peu comme au cirque, Mmh. c'est le cirque chinois, là. Hem, Yes. c'est important d'être en mode, il faut que tu travailles beaucoup d'affaires à la fois parce qu'il y a beaucoup de déchets. Donc moi, j'ai beaucoup, l'année dernière, surtout, essayé de trouver des partenaires agents, qui sont importants pour arriver sur les entrées. Ça, c'est vraiment important d'avoir et t'as pas besoin d'en avoir 50, hein, mais avoir 3-4 agents qui comprend ton activité, qui sait ce que tu cherches et qui a envie de travailler avec toi parce qu'il y a de la concurrence, hein, il y a d'autres gens aussi qui sont partenaires d'eux. Les fidéliser, c'est dur. Les agents déjà, enfin là, c'est pareil, on parlait de déchets, mais alors tu veux pas parler de Pas déchets, on pas de parle d'humains. raccourci, hein. Pas de raccourci. Non, mais en termes de conversion, on va plus, utiliser ce terme-là. Ouais. Tu vois, entre, dans tous les agents immobiliers qu'il y a, celui déjà qui va comprendre, ce que fait un marchand, celui qui va vouloir travailler avec toi, celui qui va être réactif, tous ces filtres quand tu les appliques, en fait, tu vois, sur un CRM de 200 agents, j'en ai peut-être 3 ou 4 avec qui je sais que eux, c'est des sérieux, eux, on va avancer ensemble, tu vois? Mmh. Alors ça veut pas dire que je vais pas voir les autres aussi parce que tu as des agents qui peuvent tomber sur des biens qui sont juste, intéressants, mais ils sont juste pas, ils savent pas bien présenter le truc ou ils ont pas compris ou capté que c'était un truc marchand. Ils pensent juste: «Ah c'est une succession, ça peut être intéressant pour, je sais pas, n'importe quoi du locatif et tout». Donc faut leur expliquer et des fois tu peux avoir des biens comme ça. Mais ouais, c'est beaucoup de volume aussi dans les agents. Yes. Trop, trop intéressant et du coup, tu dirais que, bien sûr, c'est un mix de tout et tout doit s'aligner, mais la réussite principale, le goulot d'étranglement ou c'est les agents, ce sont les agents. Parce qu'après l'argent, tu le trouves, le financement, tu le trouves, tes calculs, tu les fais, donc c'est quand Ouais, même ce flux entrant, enfin, ouais, il y a quand même un goulot qui est là aussi, qui est toi. C'est-à-dire, est-ce que tu vas être assez bon pour modéliser le bien? Parce que si tu passes aussi, pardon, quand tu passes, tu peux passer, je sais pas, 1 semaine ou 2 semaines même à modéliser un deal qui est pas forcément bon. Tu le tournes dans tous les sens. Tu te dis: «Ah mais si ça va passer» parce que pour une raison ou une autre, tu penses que ça va être intéressant. Tu dis: «Ah mais si j'arrive à le vendre comme ça, si je crée ça» et cetera et tu essaies de faire rentrer un rond dans un carré, tu vois? Et donc il y a une mmh, des choses aussi dans les apprentissages de trucs à débloquer aussi au début, c'est cette capacité que tu as à toi dire: «J'y vais ou j'y vais pas» et surtout à dire non, mais immédiatement, quoi. Parce que mmh, un deal où tu te dis: «Ça, j'ai déjà vu ce genre de configuration, ce deal-là,
ça va pas marcher. Tu t'assieds dessus et après tu passes à autre chose, ça va beaucoup plus vite. Il y a aussi cette idée que l'agent, il faut lui donner en récompense de ce qui t'apporte. En premier lieu, bon, bien sûr, il y a la double com et tout, tu lui promets qu'il va faire un double mandat, qu'il va t'avoir les lots à la revente derrière, mais lui donner vraiment de la transparence et réactivité maximum, quoi. Et c'est aligné avec ce que toi tu recherches en tant qu'opérateur, si c'est d'aller vite et d'être précis, et de devenir meilleur. Et donc, là, moi, le conseil que je donnerais, c'est essayer d'être un peu fier de ce que tu as fait dans l'analyse et fier au point de partager tout à l'agent. Même moi, des fois, je partage toute mon analyse sur un truc. Je sais qu'il a regardé juste la dernière ligne en disant, qui disait, pour marge, cela, taux de marge. voilà, le taux de marge, et pour ces raisons, je ne me positionnerai pas. Tu sais qu'il a pas lu tout mon truc, mais ça lui donne quand même l'idée que t'es un mec compétent, sérieux, qui est sur des bases objectives, qui est pas en mode, et puis surtout qui lui répond, parce qu'il y a plein d'agents, évidemment, c'est un métier ingrat, l'agent. Moi, je m'y mettrai jamais, où les gens, ils répondent juste pas, ils visitent et ils rappellent pas, quoi, derrière, pour dire ce qu'ils en pensent, voilà. Yes. Ok. Et du coup, tu dirais que tu passes combien d'heures dans cette activité? C'est un full Aujourd'hui, ma time, semaine, mon organisation aujourd'hui, maintenant, c'est le lundi, je fais du média, et le reste de la semaine, c'est que du marchand. Ok. Donc, je me lève. J'essaie de je me lève tôt, je me lève tôt. En général, c'est ça, parce qu'il y a les enfants qui se lèvent à 7, et quand ils se lèvent de 7 à 9, en gros, c'est les préparer. C'est les Fruit Loops. Voilà, c'est ça. Et mais après, c'est beaucoup sur le terrain, à aller visiter, à passer des coups de fil. Donc l'après-midi, tu vois, j'ai moins d'énergie, donc je passe plus de temps sur le téléphone l'après-midi. Le matin, plus sur de la modélisation, tu vois, de deals que j'aurais vu la veille, où j'ai un peu plus de cerveau disponible, on va dire, de jus de cerveau. Yes. Mais après, c'est plus du relationnel sur la partie après-midi. Ouais. Ok, trop intéressant. Et peut-être juste les médias, tu peux nous dire un peu comment t'as senti la tendance, En fait, faut dire tous les deux. Enfin, moi, c'était il y a bientôt 5 ans. Toi, t'as créé même un peu avant, je pense, le podcast. Ce qui a beaucoup changé. Allez, je me mouille. C'est les podcasts de non concret, je sais pas comment dire, non concret. Les gens, ils discutent, t'as l'impression que c'est du business, mais en fait, ça t'apporte rien du tout. Et qui font plusieurs heures, et faut le dire, ils nous ont pris beaucoup de parts d'audience. Enfin, en tout cas, moi, clairement, mes écoutes de podcast, elles sont stables depuis un petit moment, hein, et voire à un moment, elles ont un petit peu baissé, depuis elles sont stables. Comment t'as vu le truc? Après, à l'inverse, les gens, je dirais, qui reconnaissent mieux le média comme une source de trafic, de business. Donc, il y en a qui peuvent. Toi, tu fais du sponsoring, par exemple, ce que je fais pas. Mais du coup, comment t'as vu un peu l'évolution des deux, enfin, ces tendances? Est-ce que c'est que moi qui l'observe? Est-ce que t'as vu l'effet, voilà, on peut les citer, hein, les sans permission, les trucs comme ça, où les gens qui durent. Je crois que ils ont arrêté. Je sais même pas s'ils ont arrêté ou pas. Mais bon, c'est pas les seuls. Voilà, les podcasts comme ça, un peu. T'as l'impression que t'as appris quelque chose à la fin, mais et j'en ai écouté plein, hein, donc je peux pas nier. Mais voilà. Est-ce que t'as vu un effet, ou Legend? Voilà, Legend aussi. J'ai eu un invité qui est passé dessus d'ailleurs, hein, rapidement. Mais voilà, ça nous a. On est clairement en concurrence avec eux. Donc voilà. Dis-moi un peu tes retours. Bon, c'est le moment de pleurer ou quoi? C'est le moment où... Non, c'est pas le moment de pleurer. T'es marchand, on a plein des activités. Non, je mais rigole, voilà. je rigole. Non, mais clairement, j'ai vu aussi une baisse des écoutes, stabilisation aussi très longue, un grand plateau. Et par contre, ce que j'ai vu aussi naître en contrebalancement de ça, c'est plus de qualitatif, c'est-à-dire plus d'échanges, d'attention de la part de gens qui écoutent, tu vois, parce que avant c'était beaucoup, tu vois juste le nombre de téléchargements, mais tu vois, t'as pas forcément de retour. Et puis à force, j'ai aussi pas mal mis en place des formulaires, des choses comme ça, toujours un peu un canal de conversation en fait avec les auditeurs pour savoir qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu peux faire, etc. et tout. Et ça, je trouve très intéressant. Et même vis-à-vis des sponsors, tu vois, parce que mon modèle, moi aussi, c'est du sponsoring. Donc des gens qui cherchent à le visiter auprès des auditeurs. Et tu vois, j'ai pas le podcast qui a le plus d'écoute, clairement, loin de là,
en finance perso aujourd'hui, alors peut-être que j'étais peut-être numéro 2 ou 3 il y a encore 3 ans peut-être, si Mmh. je regardais un peu ce qu'il y avait, mais il y a effectivement beaucoup de nouveaux podcasts qui sont arrivés. Un autre truc dans le comportement que même moi en tant que consommateur de podcasts, j'ai noté, c'est que en fait, je passe beaucoup de temps aussi moi avec ChatGPT. C'est peut-être un peu anodin, mais Mmh. en fait, je passe du temps à faire du podcast avec moi-même finalement, à réfléchir avec Mmh. mes pensées. Et je sais pas si je suis le seul, mais si je suis pas le seul, en tout cas, ça se ressent peut-être aussi par rapport à ça. Et donc, par contre, ce que j'ai noté, c'est que même les sponsors qui passent aujourd'hui avec des écoutes moindres, peut-être, allez, on va dire un tiers par rapport au pic que j'avais en téléchargement, je suis peut-être à un tiers aujourd'hui. C'est que ils sont très satisfaits du retour des gens qui vont consulter parce que c'est des gens qui sont câblés, qui connaissent la version au risque, qui savent ce qu'ils cherchent. Et donc, au lieu d'avoir des leads, la Legend, moi j'ai vu aussi des gens qui sont passés chez Legend et en fait c'est très mass market. Donc Mmh. si ton produit il est mass market, je pense que c'est là qu'il faut aller clairement. Par contre, si tu veux des gens qui passent à l'action sur des tickets peut-être plus gros, tu vois, moi j'ai des gens qui notamment il y avait une foncière Orion là, qui était passée, et il m'avait dit: «Mais attends, j'ai des gens qui mettaient des tickets à 50 000, à Mmh. 70 000», tu vois? Et ça, c'est la force en fait, de la confiance que tu crées, de la crédibilité que tu donnes sur une conversation avec quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est vachement plus heu, intéressant, je trouve, que de se dire: «Ouais, j'ai 150 leads suite au Mmh. passage», tu vois? Donc ça a plus été vers la qualité et je pense que ça tue pas le business, mais par contre, ça le recadre, quoi. C'est-à-dire, c'est plus ça qu'il faut aller chercher, de la profondeur dans la connaissance de ton audience que du volume, quoi. Yes. Trop intéressant. Et moi, c'est vrai que je confirme, j'ai moins d'écoute, peut-être que moi, je dirais que c'était en 2022 le pic et en revanche, bah, tu vois, je fais un événement à Alicante, on avait 30 places, elles sont parties, hyper vite, je sais pas, en 2 semaines, et dont la première maison là, en une journée, on a dû en reprendre une. Voilà, on a fait des événements toi, tu en as fait à Paris, ça marche toujours super bien. J'en ai fait à Strasbourg, on était 50. Et puis, voilà, on coach des gens, on n'a jamais eu autant de coachés que maintenant. Voilà, c'est vrai que je te rejoins là-dessus sur la qualité. Si je peux vous donner un conseil business qui est, pas du tout qui n'engage que moi, il y a un truc à la mode, c'est les low tickets. Franchement, si vous êtes, comme Paco, hyper connu ou ou comme moi, mais que vous êtes pas non plus, que vous avez pas encore de Lamborghini Urus ou de McLaren. Le low ticket, ça marchera pas. C'est pas comme ça qu'on fait de l'argent. C'est pas en vendant des produits à 17 €, que, voilà. Si vous avez 1 million de personnes qui vous suivent, peut-être, mais si, voilà, si votre audience, c'est déjà énorme. Rien que si tu as 1 000 écoutes de podcast, par semaine, 1 000, enfin, les Mmh. gens, ils se disent, tu sais, ils vont sur YouTube, ils voient des 130 000 vues et tout, mais 1 000 personnes, c'est énorme. 1 000 personnes dans une année, tu pourrais pas parler à 1 000 personnes. Donc, faut aussi voir faut aussi être un peu humble et reconnaissant, je pense, de l'audience qu'on a et des personnes super qualifiées. Et après, il y a un move, je pense que tu l'as aussi, que j'ai aussi, c'est que de temps en temps, j'écoute des vidéos, des podcasts et je sais pas pourquoi, d'un coup, 6 mois après, je les écoute plus. Et c'est pas qu'ils ont été mauvais. Mmh. Parfois, c'est, à un moment, il y a mon algo, je sais pas, mon appli, podcast d'Apple, elle m'a fait sauter tous les podcasts. J'en avais plus aucun. Donc après, j'ai suivi ceux à qui je pensais, puis d'autres, je les ai pas suivis. Moi, j'adore l'intelligence artificielle. Il y a un gars là, Ludo, il a fait plein de vidéos. À un moment, j'en ai regardé plein de lui et puis l'algo, il me l'a plus proposé, puis je sais pas, j'y ai plus pensé et donc voilà, parfois, c'est même pas que tu as été bon ou moins bon ou quoi, c'est juste que c'est la vie qui est comme ça, hein, il y a rien qui est stable, donc trop bien. Du coup, la suite, raconte-nous. Après, on clôturera, ça va faire une petite heure là. C'est quoi les projets? Donc plus de marchands. Est-ce que tu cherches ça peut être l'occasion. Est-ce que tu cherches des partenaires pour le financement? Il y a plein de gens qui ont plein d'argent sur ce podcast. Donc, si oui, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Ouais, c'est clairement aussi ma ligne directrice, mon objectif là sur 2026, c'est de travailler plus avec la communauté, de construire un cercle d'investisseurs, qui sont prêts à s'engager avec moi sur des projets. Et donc je vais commencer, ouais, à proposer aux personnes juste de lever la main en disant: «Ah tiens, bah, moi, je serais intéressé peut-être à mettre un ticket dans des projets». Moi, le deal que je propose, je pense que ça peut bien marcher comme ça, c'est de dire, c'est que
un peu comme on fait pour un crowdfunding IMO ou avec ton banquier, c'est que moi je propose d'être transparent sur l'OP, de dire voilà ce qu'on fait, et ça permet à la personne, si elle veut être complètement passive, de se dire, de mettre juste un ticket et de suivre les jalons du projet. Et ça, je commence à avoir des appels là, avec notamment ce vendredi, avec trois personnes qui sont intéressées. Et je pense que ça peut être bien parce que le marchand, je trouve que ça se prête bien à faire de la valeur ensemble en fait. Et sur les financements, c'est sur un projet, t'es pas pieds et mains liés pendant des années. Tu peux avoir une vue sur comment ça se fonctionne un projet, tu peux être impliqué dedans, tu peux être aussi rémunéré avec la marge aussi, tout ça. Il y a tout un tas de façons de collaborer. Ça peut être de l'émission obligataire claire avec juste un pourcentage d'emprunt. Ça peut être monter une CEP, être contribuer dans une SEP aussi, où il y a un peu d'upside, c'est-à-dire on grandit, voilà, tu auras 10%, et si le projet fait tant de marge, tu auras 2%, 5%, 10% de plus, enfin peu importe, tout est vraiment Comment ajustable. private equity on fait avec les carried interest et tout. Ouais. Et ouais, il y a un autre truc que je propose qui, pour le moment, enfin, ça marche un petit peu, mais je sais pas, je suis pas encore trop sûr, mais c'est de détecter des affaires. Moi, je suis à l'est de Paris, donc en Seine-et-Marne, il y a 77, 93, 94, 91 aussi, parce que c'est les deals sur lesquels moi je peux opérer et y aller. Et je propose aux gens d'être apporteurs d'affaires sur ces deals-là, et moi je rémunère une com sans qu'ils aient rien besoin de faire, juste en me présentant le dossier, en disant tiens, est-ce que ça t'intéresse. Et là pareil, moi je donne en contrepartie toute mon analyse sur le bien, pour permettre aux gens aussi de savoir qu'est-ce qui eux ils auraient regardé s'ils avaient un bien comme ça, tu vois, pour donner aussi un peu de valeur en retour, en plus de évidemment une com qui vient derrière. Donc tout ça c'est des trucs qui m'intéressent. Donc si je mettrai les liens si tu veux sur une ouais, tu me les page, envoies, puis je les mettrai en description. Donc voilà, c'est Des ça. gros C'est ça, euros avec Paco, ça sera ça l'adresse. Je savais que t'allais trouver une catchphrase. T'étais très bon pour dire le Ouais. truc. Yes. Ouais. Ok, bah écoute, trop bien. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. T'as l'air épanoui. Voilà, ça ça fait plaisir à voir. Et puis, bah écoute, je te souhaite tout le meilleur. Puis on fera sûrement un update dans un an, hein. Comme ça, Avec grand plaisir. ça le rythme. Et on Faudrait que enregistre, mouvons du les coup, choses. moi, je vais passer chez toi. On Ouais, enregistre également un podcast à ce sujet. c'est clair. Ouais. Avec grand Et bien plaisir. sûr, si on veut te Merci. contacter, t'as un compte, c'est Paco 4.0.net.fr. Ton site. Ouais. Ouais, c'est investisseur avec un s40.com le site. Voilà. Voilà. Après, moi, j'ai paco@investisseur avec un s40.com pour l'adresse mail. Et sinon, j'ai LinkedIn, Instagram. On me trouve facilement, je pense. Ça roule. Bah, merci beaucoup, Paco. Je te souhaite tout le meilleur et à bientôt. Pareillement. Merci Thibaut, à plus. Ciao. Et voilà, j'espère que ce petit update de Marchand de biens avec Paco vous aura plu. Pour info, j'ai enregistré un épisode aussi chez Paco qui va sortir plus ou moins en même temps que celui-là. Donc si vous voulez, foncez l'écouter. C'est moi qui suis dans le rôle de l'interviewer pour une fois. Et sinon, vous pouvez foncer écouter les 2 derniers épisodes que j'ai fait. Celui qui a fait 30 000 vues sur YouTube, pourquoi le fitness est un des meilleurs business à lancer en 2026. Et l'autre avec Guillaume Angot, liquider son patrimoine pour prendre sa retraite à 34 ans. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Et on se retrouve la semaine prochaine avec, bien entendu, un épisode d'exception. Et vous avez les liens pour prendre un appel avec moi en description. Et pensez à noter le podcast. À très bientôt. Bye bye.